Merci. Bon, tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de ce colloque pour cette invitation qui me donne l'occasion de partager avec vous une passion autour de l'intelligence artificielle, dite l'IA. L'IA qui est de retour en force depuis quelques années maintenant, après avoir traversé 3 hivers, depuis les premiers travaux qui ont posé les fondements de ce domaine. Ce retour de l'IA, évidemment, a fait dire tout et n'importe quoi. Il a conduit à des prédictions des prédictions incroyables, allant de la fin du monde à l'immortalité. On peut dire que l'IA est victime de son propre progrès à cause de l'ouverture de l'information à tous. Tout le monde devient une espèce de scientifique autoproclamé et diffuse des informations très éloignées de la réalité scientifique. Donc, à travers cet exposé, je vais essayer de vous présenter les faces cachées de l'intelligence artificielle. C'est pas habituel. Généralement, on cache les défauts de cette technologie. Et pas pour vous faire peur, mais plutôt pour vous rassurer et de vous montrer le gap qui existe entre deux visions, une ancrée dans la réalité scientifique et une autre plutôt fictive et spéculative. Donc en général, mon exposé ne sera pas technique, mais je suis prêt à répondre à des questions techniques si on a dans la salle. Donc ça va être une présentation plutôt illustratif pour faire passer un message que je donnerai comme mot de la fin de ma présentation. En général, quand on parle de l'intelligence artificielle, tout le monde pense automatiquement à ça, c'est-à-dire des robots dopés d'une intelligence qui dépasse notre intelligence, et des robots méchants et qui cherchent à nous éliminer et prendre notre place. Cela, heureusement, ne correspond pas à la réalité, mais c'est plutôt une vision hollywoodienne qui mélange la réalité avec la fiction pour donner plus de véracité au spectacle, tout simplement. Mais la réalité de l'intelligence artificielle se trouve dans plusieurs produits de tous les jours, comme dans votre smartphone. Par exemple, ce n'est plus un téléphone simple, ce n'est pas un appareil qui permet juste de passer des appels, mais c'est tout un ensemble d'outils regroupés dans le même objet, allant de la navigation GPS à la traduction automatique en passant par la reconnaissance faciale. C'est devenu une partie de vous. Et une partie de vous, c'est votre mémoire, c'est votre communicateur, c'est votre assistant. Vous êtes déjà augmenté grâce à cet outil. Mais l'intelligence artificielle a affiché des résultats spectaculaires, notamment dans le domaine de la vision par ordinateur. Dans ce domaine-là, l'IA, par exemple, est capable d'isoler votre visage dans une foule et de vous identifier en temps réel. Alors, il y a quelques applications lancées un peu dans tous les domaines, notamment, par exemple, le contrôle au niveau des frontières. Vous avez déjà utilisé un passeport qui permet de ce type de contrôle. Il y a aussi aujourd'hui, par exemple en Chine, des milliers de caméras de surveillance suivent les citoyens en permanence et notent chacun de leurs gestes et leurs faits. Et c'est ce qu'ils appellent en Chine le crédit social. Donc ce n'est pas le cas en France, heureusement, mais il y a eu des tentatives qui étaient repoussées par des responsables. Bon, en France aussi, il existe ce type de crédit social, mais pas à partir de caméras pour le moment, mais il faut savoir que les assurances, les banques aussi ne notent chacun un crédit social caché quelque part. Toujours dans le domaine de la vision par ordinateur, l'IA permet de résoudre plusieurs types de problématiques dans ce domaine-là, notamment ce qu'on appelle la segmentation sémantique.
qui consiste à regrouper les pixels de l'image en groupes homogènes pour permettre de dégager, segmenter l'image en un ensemble d'objets d'intérêt. Elle peut aussi permettre la localisation et l'identification d'un objet ou plusieurs objets en même temps, et ainsi de suite. Alors dans ce domaine-là, les résultats ils sont vraiment spectaculaires parce qu'il y a quelques années, on ne pensait pas avoir de tels systèmes capables de fonctionner en temps réel et quel que soit l'environnement, comme vous pouvez le constater dans cette petite démonstration, l'environnement change et le système continue à détecter l'objet et l'identifier complètement en temps réel, même en accélérant la vidéo, le système suit cette accélération et les systèmes classiques il y a quelques années, ils étaient incapables de faire d'aboutir à ce type de résultat avec de telles performances. Donc, comme vous pouvez le constater, même si on change l'environnement, le système continue à détecter l'objet et le reconnaître, alors qu'il n'a jamais vu ce type d'environnement. Par contre, il a vu l'objet quelque part. Donc, il est capable de reconnaître un chien, un chat, même s'il ne l'a jamais vu dans une station de ski. Par contre, il se trompe, donc il n'est pas parfait complètement, il se trompe quand il n'a pas assez vu dans la phase d'apprentissage des données. Comme là, il se trompe quand il voit le chameau, il n'a jamais vu de chameau, il le confond avec un cheval. Donc, ce n'est pas parfait, mais il travaille juste à partir des données qu'on lui fournit. Alors cette segmentation sémantique, elle est très importante dans les projets de ce qu'on appelle la voiture autonome. Donc la voiture autonome qui est équipée de caméras et pour retrouver et identifier sa route, et le système à base de réseaux de neurones profonds, donc ce qu'on appelle le deep learning, reçoit en entrée l'image réelle et la transforme en une image virtuelle ou artificielle qui montre uniquement le chemin à suivre pour la voiture. Alors ce type de voiture a été développé par MIT qui contrôle non seulement la route, elle contrôle aussi le conducteur, elle surveille le conducteur et à chaque fois qu'elle constate que le conducteur n'est pas bien concentré sur la conduite, il lui propose de reprendre le volant. Donc là, il y a le système. Test track. Donc il conduit en même temps, il passe un SMS. You appear distracted. Would you like me to take over? Yes, please. Great. I am taking control of steering and braking. Et donc là, c'est la voiture qui prend en charge la conduite. The car Le système en temps is now in control as the center stack display shows. Donc c'est assez spectaculaire, mais c'est une voiture semi-autonome, n'est pas autonome. Et même le mot autonomie, j'aime pas trop parce que ça veut dire autre chose, plutôt automatique ou semi-automatique. Et toujours dans le domaine de l'image, en imagerie médicale, les résultats sont aussi frappants. Récemment, une étude montre que un système à base d'intelligence artificielle pour la classification des cancers de la peau apporte des résultats au niveau d'un vrai expert du domaine, voire dépasser les performances d'un expert dans le cas de la détection du cancer du sein. Et comme on le voit sur ce graphique, on peut remarquer que le système à base d'IA dépasse les performances de l'expert du domaine, mais si l'expert utilise cette IA, en plus de son expertise, il baisse considérablement le taux d'erreur en diagnostic. Donc on peut voir ces systèmes de diagnostic comme des systèmes plutôt d'aide à la décision au lieu de les voir comme des systèmes capables de remplacer complètement un médecin. L'IA aussi s'est invité dans d'autres domaines comme l'univers de l'art. Et vous avez ici à votre gauche le premier tableau généré par un système à base d'apprentissage profond. Donc j'ai bien dit générer et pas créer, parce que là on peut pas parler de création, il y a des calculs derrière, et on peut expliquer même comment on est arrivé à ce type de résultat. En quelque sorte, le réseau de neurones artificiels a regardé, a analysé plusieurs chefs-d'œuvre d'artistes, et à la fin,
de cette phase d'apprentissage, on lui a demandé de générer quelque chose qui ressemble à ce qu'il a déjà vu, et il a généré ce portrait qui était vendu à New York aux enchères à plus de 400 000 $. Alors là, on peut se poser la question de la propriété. Qui est propriétaire du tableau? Il n'y a plus de peintre. Est-ce que c'est le réseau de neurones? C'est l'ingénieur qui a programmé l'algorithme, ou c'est le concepteur de l'algorithme, ou tout simplement le fabricant de l'ordinateur sur lequel on a fait tourner cet algorithme? Donc il y a plusieurs questions qui restent ouvertes. Et une autre expérience très intéressante, vraiment impressionnante, a été proposée par une société, la société Avia au Luxembourg, qui s'est spécialisée dans la composition de musique classique et symphonique. Elle est devenue le premier compositeur virtuel au monde qui est reconnu par la SACEM. Donc ça, c'est unique. Alors pour cette expérience, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une centaine de compositions d'un compositeur tchèque décédé il y a 115 ans, et on a entraîné un réseau de neurones profond à reproduire en quelque sorte ces compositions, c'est-à-dire le réseau il va apprendre le style de composition de ce compositeur. Et pour tester la capacité d'apprentissage de ce système-là, on a récupéré une composition incomplète du même compositeur, composée seulement de 2 pages, et on a demandé à ce réseau de neurones artificiels de compléter la composition incomplète. Alors, maintenant, vous pas regarder, mais écoutez, vraiment, c'est impressionnant. Donc, le début du signal, correspond aux 2 pages qu'on a trouvées. Et la suite, c'est la proposition du système à base d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est les 2 pages qui se répètent. C'est presque une vraie composition par un vrai maître. Malheureusement, il n'est plus là pour lui demander est-ce que c'est ça ce qu'il voulait faire. Mais l'IA l'a fait à sa place et a complété son chef-d'œuvre qui était laissé de côté. Alors l'IA adore aussi jouer. Et là, elle a provoqué pas mal de champions du monde, notamment aux jeux d'échecs où en 97, un système, le Deep Blue, a battu le champion du monde Kasparov. En 2011, Watson a aussi gagné contre les humains dans un jeu qui ressemble un peu à Question pour un champion, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on donne les réponses et les candidats doivent imaginer les questions, et ça c'est très difficile. Ce qu'il faut savoir que ce système Watson peut lire 200 millions de pages de revues scientifiques en 3 secondes, alors qu'un médecin, par exemple, devrait lire 29 heures par jour pour s'informer uniquement sur l'actualité de son domaine. Donc là, c'est incomparable, on ne peut pas faire mieux. En 2017, évidemment, l'AlphaGo 0 a supplanté tous les champions, notamment les meilleurs systèmes à base d'apprentissage comme AlphaGo Master, qui a déjà gagné contre le champion du monde. Ce système artificiel a détecté, a compris les règles du jeu en 3 heures, et en 21 jours, il a égalé les meilleurs champions du monde dans le domaine. Alors tout ça c'est très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire IA, d'où ça vient? Donc cette notion d'intelligence artificielle est née en 1956 lors de la conférence Dartmouth, qui était présidée par McCarthy, qui est considéré comme le grand-père
pères fondateurs de l'intelligence artificielle. C'est un terme très mal choisi à mon sens et qui pose des difficultés pour trouver une définition unique du domaine. Donc il est très difficile pour un chercheur de définir exactement ce qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut se présenter comme une science qui essaye de faire à des machines des choses que l'homme fait moyennant une certaine intelligence, mais ça c'est très vaste, ça reste très vaste, parce que le mot qui pose problème dans cette définition, c'est le mot intelligence, parce qu'on n'est déjà pas d'accord sur une seule définition du mot intelligence, tout simplement parce qu'on n'a pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence. En général, on confond l'intelligence ou plutôt on réduit l'intelligence à une intelligence logico-mathématique, mais c'est pas ça l'intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence en plus. Et donc c'est ce mot-là qui pose problème, mais on peut définir simplement l'intelligence artificielle comme un ensemble de méthodes, d'algorithmes et d'idées qui permettent de développer des logiciels comme ceux que j'ai montrés et qui permettent d'imiter des résolutions de tâches généralement effectuées par les êtres humains. Donc, et les êtres humains, par exemple, comme reconnaître un objet dans une image, traduire un texte, lire un texte, conduire une voiture, et ainsi de suite. Alors, ça pose un problème de trouver une définition unique, tout simplement parce que c'est un domaine interdisciplinaire. C'est pas la recherche dans ce domaine-là est morcelée en un grand nombre de sous-domaines, ayant pour certains une très grande autonomie. Donc, on trouve dans ce domaine de l'intelligence artificielle qui est véhiculé autour de 4 dimensions, apprendre, percevoir, raisonner, communiquer. On trouve des sous-domaines allant de systèmes multi-agents au traitement automatique des langues, en passant par la vision, la reconnaissance des formes et l'apprentissage artificiel. Malheureusement, à cause des résultats spectaculaires proposés par le deep learning, on a tendance à réduire l'intelligence artificielle au deep learning. Le deep learning, c'est tout simplement une façon d'apprendre ce qu'on appelle des représentations, qui est déjà un sous-axe du sous-domaine apprentissage artificiel. Donc le deep learning n'est donc qu'un des instruments de musique dans la symphonie de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une petite activité dans ce vaste domaine qui est interdisciplinaire. En général, on distingue deux grandes familles d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle dite restreinte ou faible et l'intelligence artificielle générale ou dite forte. Alors l'intelligence artificielle faible ou restreinte, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des systèmes opérationnels qui proposent une aide à la décision, capables de reconnaître des objets dans des images, capables de prédire des choses intéressantes, mais il reste efficace pour des problématiques bien cadrées et très pointue. Alors que l'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence qui sera dotée de pouvoirs de raisonnement et qui aura pratiquement un sens commun. Donc ça, c'est le rêve d'un certain nombre de chercheurs. Donc ça, on l'a pas encore. Ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est le premier type d'intelligence. Et les premiers travaux en intelligence artificielle, donc la jeunesse de l'intelligence artificielle, les systèmes ont été conçus pratiquement à la main. Ils étaient conçus sur la base de connaissances expertes formulées sous forme de règles. Donc l'expert traduit les connaissances sous forme de règles et on programme ces règles dans un ordinateur pour résoudre un problème bien ciblé. C'est ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts. Et on s'est rendu compte ensuite que toutes nos connaissances ne peuvent pas être décrites sous forme de règles. Reconnaître un objet dans une image est difficilement traduisible sous forme de règles. Je peux reconnaître un objet, mais je ne peux pas vous dire comment.
On ne peut pas l'écrire sous forme d'une règle. Donc l'alternative, c'était d'avoir recours à des techniques dites d'apprentissage automatique, c'est-à-dire des techniques capables d'extraire ces règles qu'on n'a pas à partir d'observations. Donc on donne au système un ensemble d'observations et le système essaie de traduire ces observations sous forme de connaissances codées, sous forme de règles. Et donc, pour entraîner ces systèmes, on a besoin de beaucoup de données pour avoir une bonne représentativité du problème. Donc ces systèmes d'apprentissage automatique, ils sont utiles quand l'expertise humaine n'existe pas ou quand l'humain est incapable d'expliquer son expertise. Prenez par exemple l'intuition. Est-ce que quelqu'un est capable ici de nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'intuition? Est-ce que je peux écrire des choses intuitives sous forme d'une formule mathématique ou une règle? C'est impossible. Voilà. Et donc, comment ces systèmes sont capables d'apprendre à partir de données? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA a bouleversé le monde de la programmation. Donc, au lieu d'écrire un programme à la main pour chaque tâche spécifique, on recueille des données et on essaye de transformer les données en règles. Donc, dans la programmation traditionnelle, on a un système entrée-sortie. L'entrée, ce sont les règles expertes et les données. Et le système utilise les règles et les données pour fournir des réponses. Dans le cas de l'intelligence artificielle, on a changé complètement de paradigme. Maintenant, on donne au système les réponses et les données et on demande au système de trouver les règles expertes. Donc ça, c'est un changement fondamental qui a vraiment apporté une nouveauté dans le domaine de la programmation. Donc l'apprentissage artificiel, on peut le voir comme une programmation à partir de données et pas à partir de règles. Alors, ces systèmes entrée-sortie, si je prends le cas d'un réseau de neurones artificiels, il reçoit en entrée des données, symbolisées ici par X, et il applique sur ces données un ensemble de transformations géométriques simples pour essayer de retrouver les réponses associées aux données présentées à l'entrée. Donc, en quelque sorte, il essaye de simplifier l'entrée et passer d'un espace complexe à un espace plus simple interprété. Le premier espace, c'est l'espace d'observation, et le dernier espace à la surface, c'est l'espace de décision. En général, on a les données décrites dans des espaces de haute dimension, très grande dimension, et ces transformations successives effectuées par ces systèmes d'apprentissage artificiel permettent de trouver le moyen de simplifier cette représentation en une autre représentation plus simplifiée et plus abstraite. Pour développer ces systèmes, on a besoin de ce qu'on appelle des simulateurs. Et un des premiers simulateurs dans le domaine, c'est le simulateur SN, qui était proposé par Yann Lequin et Léon Boutou dans les années 90. Et j'ai eu la chance d'être un des contributeurs de développement de ce logiciel. On l'avait développé juste pour nos thèses, nos propres thèses, et par la suite, il était utilisé en industrie et en France et à l'étranger. Donc, ce sont des systèmes qui permettent de concevoir les réseaux de neurones profonds et de les entraîner et de les programmer, donc c'est-à-dire estimer leurs paramètres pour une tâche donnée. Pourquoi ce retour en force de l'intelligence artificielle et notamment les réseaux de neurones artificiels? Tout simplement pour trois raisons. D'abord, les avancées algorithmiques dans le domaine. On a trouvé pas mal de méthodologies pour entraîner des gros réseaux d'une manière efficace, et aussi la massification des données, le phénomène de big data et la puissance de calcul qui explose d'une année à l'autre. Donc ces trois facteurs ont permis ce retour en force de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, évidemment, apporte pas mal de progrès et d'espoir dans différents secteurs, allant de la santé à des applications en défense, en passant par l'éducation, l'agriculture et le transport. Mais je pense personnellement que le domaine où il y aura le plus de progrès et le plus d'impact, c'est le domaine de la santé, parce que c'est un domaine qui est riche en données et ces systèmes se nourrissent des données. Cela dit, il ne faut pas oublier et il ne faut pas cacher qu'il y a des risques, il y a pas mal de risques, comme pour toute
technologies nouvelles, ces risques peuvent avoir plusieurs aspects. D'abord, un impact économique incroyable dû à une automatisation massive. On parle de la 4e révolution industrielle et tous les métiers seront touchés. Aucun métier ne sera épargné. Tous les métiers, et vous avez vu quelques exemples en médecine et ailleurs. Il y a aussi un risque de biais. Et là, je vous rappelle l'affaire de sélection des CV par les RH chez Amazon. Ils ont utilisé un système de sélection automatique des CV et se sont rendus compte que ce système écartait automatiquement les CV des femmes. Et quand on a fait une analyse, on s'est rendu compte que la base d'apprentissage, dans cette base d'apprentissage qui était présentée au système, il y avait très peu de CV de femmes. Donc le système, il a considéré que cette petite quantité est tout simplement un bruit dans l'univers des données qu'il doit modéliser. Il y a eu beaucoup de cas qui montrent ce biais qui peut présenter des problèmes pour des minorités, par exemple. Et il y a eu une autre affaire, celle d'un distributeur de savon qui fonctionne uniquement quand la main placée en dessous est blanche. Alors, si votre peau n'est pas blanche, vous n'avez pas le droit au savon. Alors pourquoi? Tout simplement dans la base d'apprentissage, il n'y avait aucune main d'une autre couleur. Il n'y avait que des mains blanches et évidemment, le système ne fait que refléter ce qu'on lui propose. Donc si les données sont incomplètes, il va faire avec. Il y a aussi le problème de manipulation, et là je vous rappelle l'affaire de 2018, l'affaire Cambridge Analytica pour les élections aux États-Unis. Et il y a aussi un problème d'attaque informatique et le risque réel d'érosion de la vie privée. Et enfin, et surtout, et ce qui me fait réellement peur, c'est l'automatisation de prise de décision dans des applications militaires. Et quand on parle d'armes autonomes, là vraiment il y a un risque qu'il faut vraiment souligner. Et on a signé avec un ensemble de chercheurs internationaux une pétition contre l'utilisation, le développement d'armes autonomes. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, cette pétition. Mais en tout cas, il y a un gros risque, comme le montre la petite démo que je vais vous présenter. Vous vous rappelez, vous avez des smartphones, vous déverrouillez votre smartphone avec une reconnaissance faciale. Donc c'est une application bénigne, on va dire, simple, mais vous allez voir qu'avec ce type d'application de reconnaissance faciale, ce qui se passe en Chine, l'application du crédit social, c'est rien du tout devant ce que je vais vous montrer, c'est rien, je préfère qu'on me surveille et me note que de faire ce que vous allez voir. Et donc, il y a un risque. C'est une application très simple à la portée de tout le monde et qui ne nécessite pas des gros budgets pour le développement. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? Alors, vous voyez, ça c'est le résultat de l'intelligence artificielle faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intelligence artificielle générale? Alors, j'ai pris un graphique qui me plaît beaucoup. Si je réduis la définition de l'intelligence à 2 facteurs, donc sachant que l'intelligence est multifactorielle, je prends seulement 2 facteurs, les performances et la généralité. Et je définis l'intelligence comme le produit de ces 2 facteurs. Sur ce graphique, je peux représenter tous les systèmes à base d'IA avec comme référence l'intelligence humaine. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce schéma? Par exemple, si je prends le cas de AlphaGo et AlphaZero, et le jeu d'échecs, on voit bien que, par exemple, pour le jeu d'échecs, le système à base d'intelligence artificielle est 4 fois plus performant que l'être humain. D'accord? Si je prends, par exemple,
la conduite autonome, la voiture autonome, on voit bien qu'elle est inférieure au niveau performance par rapport à ce que peut faire un être humain moyen. Donc tout ce qui se trouve de ce côté-là, de ce carré, dépasse les performances humaines. Par contre, tout ce qui est de ce côté-là est inférieur aux performances humaines. Mais au niveau généralité, on remarque qu'il n'y a aucune application d'intelligence artificielle qui dépasse les performances humaines. Donc on a tendance à réduire les résultats affichés, les résultats spectaculaires, à un seul facteur, ce qui est les performances. On trouvera et on va développer encore plus de systèmes très performants, mais ils ne auront jamais une capacité de généralisation supérieure à celle de l'humain. Parce que l'humain utilise d'autres facteurs et d'autres informations pour traiter sa phase d'apprentissage. Donc, comme vous pouvez le constater, tout est là et c'est très rare. Par exemple, entre la version AlphaGo et AlphaZero, il y a quand même un gain en performance et un gain en généralité, tout simplement parce que AlphaZero joue aussi aux échecs. Donc, il sait faire autre chose. Donc, j'ai oublié de définir la généralité, c'est tout simplement l'étendue des tâches que vous pouvez accomplir. D'accord ? Et les performances représentent la façon dont vous vous acquittez de chacune de ces tâches. D'accord ? Donc les systèmes à base d'intelligence artificielle sont des systèmes très performants, ils peuvent aller même plus loin, mais ils ne pourront jamais dépasser cette barre au niveau généralité. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle est capable de faire beaucoup de calculs, elle est capable de stocker et récupérer des quantités massives de données. Cependant, elle est incapable de détecter le chat, par exemple, sur cette image à gauche. Impossible pour une machine à base d'apprentissage artificiel. Elle est incapable de différencier entre les deux photos, alors qu'un enfant est capable de voir la différence, mais la machine, non. Impossible. Pourquoi ? Tout simplement parce que si je schématise, par exemple, les expériences et les données par des points, et je compare l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle a une généralisation locale, d'accord, qui est basée sur des calculs et de la reconnaissance, alors que l'être humain a une généralisation extrême qui utilise le raisonnement et l'abstraction. Et ça, on ne peut pas le coder sous forme de règles ou sous forme de lignes de Python. Maintenant, les défauts et la face cachée de l'intelligence artificielle, je vais l'illustrer par quelques exemples. Si je prends une image ici et je rajoute un bruit bien sélectionné, j'obtiens cette image-là. Pour l'être humain, il n'y a aucune différence entre les deux images. L'être humain continue à reconnaître le canard. La machine se trompe complètement. Elle confond, après l'ajout de ce bruit-là, elle confond le canard à un cheval. Donc vous voyez qu'à l'œil nu, il n'y a aucune différence, mais le système se trompe complètement. La même chose dans le cas d'un bus scolaire, en rajoutant un bruit bien sélectionné, le système reconnaît l'image comme une autruche. Il n'y a rien à voir. Pire, je peux changer seulement un seul pixel de l'image pour faire tromper le système complètement. Un pixel pour un être humain, c'est rien. D'accord ? Vous allez me dire, ça peut arriver de perdre quelques pixels. Non, ce pixel-là, il est bien choisi. Et il est choisi en analysant le fonctionnement du système. Comme la même chose dans le cas du bruit. Ce bruit, ce n'est pas un bruit aléatoire. C'est un bruit que j'ai sélectionné en sachant comment fonctionne le système. Donc je connais ses défauts, ses points faibles. Donc je choisis un bruit pour le piéger. La même chose pour les signaux, pour la reconnaissance vocale. En rajoutant un bruit, on change complètement le message. Rien à voir. Ça, c'est une attaque dite interne. Mais on peut attaquer ces systèmes-là d'une manière très simple. Si vous n'avez pas accès, par exemple, aux paramètres du système et au fonctionnement du système, il suffit de rajouter sur l'image quelques autocollants. Donc après une manif par exemple, les panneaux sont chargés d'autocollants et le système se trompe et confond un panneau de signalisation stop en un panneau de limitation de vitesse. Alors je vous laisse deviner les conséquences pour une voiture autonome.
La même chose pour la reconnaissance faciale, je rajoute à une image des lunettes, une paire de lunettes avec des couleurs bien sélectionnées, et là le système confond complètement les deux personnes. Rien à voir, pour un être humain ne fera jamais cette confusion. Lunettes ou sans lunettes, c'est impossible. On peut même devenir invisible au système. On peut devenir invisible au système, comme ils vont le montrer ces deux chercheurs, tout simplement en portant une image avec des couleurs bien choisies. Regardez là le système que j'ai montré auparavant de détection d'objets, il reconnaît la personne. Par contre, son collègue à côté, il est invisible. Pourquoi? Parce qu'il porte une image qui porte des valeurs de pixels qui piègent le système. D'accord? Là aussi, il y a un danger pour la voiture autonome. Imaginez vous portez une chemise qui porte ces couleurs-là et vous traversez. Eh bien, la voiture ne va pas vous voir. Vous êtes transparent, invisible. Donc vous voyez, dès qu'il va enlever l'image, il va redevenir visible. Dès qu'il va tourner, et voilà, il devient visible parce qu'il ne piège plus le système. Et bien même dans le domaine médical, on peut avoir ce type de comportement des systèmes, malheureusement. Vous avez sur la première ligne des images propres avec des décisions de système de diagnostic parfaites. D'accord? On rajoute un bruit sur les images de la deuxième ligne, troisième et quatrième ligne. Qu'est-ce qu'on remarque? En rajoutant un bruit, le système se trompe complètement en diagnostic. D'accord? Et là, il est vraiment à côté de la plaque, malgré le rapprochement des deux images. Moi, je défie n'importe quel radiologue de me dire s'il y a une différence entre les deux images. Il n'y a aucune différence visible à l'œil nu. Par contre, le système, il voit une différence parce que j'ai rajouté un bruit pour le piéger, pour perturber son fonctionnement. Et donc, vous voyez la différence quand je rajoute un bruit bien sélectionné ou je rajoute un bruit issu de l'image. Donc, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, il y a pas mal de défauts, il y a pas mal de risques dans cette technologie. Et je pense qu'on n'aura pas l'intelligence artificielle générale demain, ni après-demain. Tout simplement. Parce qu'il y a là, vous avez une simulation, une visualisation de seulement 3%. Vous voyez ce qui est visualisé, c'est seulement 3% des 100 milliards de neurones qu'on a dans notre cerveau et 0,001 des 100 000 milliards de synapses. Donc c'est rien du tout. Le plus grand réseau de neurones artificiels qui existe actuellement, il n'a que 800 millions de connexions. Donc on est très très loin. Il y a des différences clés entre le cerveau humain et les systèmes à base d'intelligence artificielle. Par exemple, au niveau paramètres, le cerveau humain a 10 puissance 7 plus de synapses qu'un réseau de neurones. Au niveau topologique aussi, la structure du cerveau humain est très différente. Il n'utilise pas des filtres de convolution comme dans le cas des réseaux de neurones. Et il fonctionne d'une manière asynchrone. Notre cerveau fonctionne d'une manière asynchrone, contrairement au système à base de réseaux de neurones artificiels. Le cerveau humain ne stocke pas l'information en binaire. Elle la stocke en analogie, donc plus riche. Ça, c'est une différence fondamentale. Et l'algorithme d'apprentissage qu'on utilise dans ces systèmes artificiels, qui est généralement une descente de gradient stochastique, personne ne peut prouver aujourd'hui que notre cerveau calcule des dérivés partiels pour apprendre. Ça m'étonnerait. Et donc la consommation aussi énergétique, elle est importante. Le cerveau humain consomme environ 20 watts par heure, contrairement au réseau de neurones qui consomme 400 kilowatts par heure. C'est-à-dire 20 000 fois plus qu'un cerveau humain. Et le cerveau humain a une capacité, comme je l'ai dit, de généralisation globale, alors que les systèmes artificiels, c'est plutôt local. Et le cerveau n'arrête jamais d'apprendre. Contrairement aux systèmes artificiels, ils ont une phase de conception où ils apprennent et une phase d'utilisation où ils sont testés et utilisés. Donc l'IA générale est très très loin. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aboutir à ce type d'IA qui fait très très peur. Alors pour conclure, je dirais que l'IA aujourd'hui manque de sens commun. Donc sans l'émotion, l'imagination, la création, l'intuition, l'improvisation, l'IA faible ne donnera jamais naissance à l'IA forte.
L'IA faible, c'est une réalité scientifique, comme je l'ai montré à travers ces illustrations. Et l'IA forte, c'est tout simplement une fiction et un fantasme des futuristes. Et à mon avis, il n'y a aucun moyen pour construire quelque chose quand on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence et on veut fabriquer une intelligence qui dépasse la nôtre. Ça, j'arrive pas à comprendre. Donc enfin, quand on parle d'IA, personnellement, je préfère faire référence plutôt à l'informatique avancée pour rester réaliste. Voilà, merci beaucoup.